Le projet sioniste, dès le début, c'est un maximum de terre pour un minimum d'Arabes. Aujourd'hui, les chrétiens sionistes sont 100 millions aux États-Unis. Le projet devient assez clairement de transformer les Palestiniens en les Amérindiens du Proche-Orient. Netanyahou avait envoyé ses condoléances à Norit, qui lui avait répondu « Tu es un monstre, tu es le seul responsable, tu obliges nos enfants à être assassins ou être assassinés. » Le 7 octobre, c'est l'occupant qui est attaqué, ce n'est pas les Juifs. Il ne fait pas de doute que Netanyahou est un fasciste. Il ne fait pas de doute que la droite israélienne, historiquement, est une droite fasciste, ce que les gens n'ont pas voulu voir. Il y a un effondrement moral que je compare à ce qui s'est passé en 1940 en France. Que ce qu'on dit des musulmans ressemble quand même assez étrangement à ce qu'on disait des Juifs dans les années 30, dans la définition internationale d'un génocide, c'est incontestablement un génocide, incontestablement. Pierre Stamboul, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Pertusato, Pertusato qui se distille dans le grand alambic de la maison Mémérou. Comme c'en est la coutume ici, je ne vais pas te demander de te présenter trop vite, trop frontalement, qui est Pierre Stamboul. C'est précisément ce que l'on va tenter de décortiquer tout doucement au cours de notre échange. La première question serait cette idée de peuple juif dont on parle tellement aujourd'hui, s'appuie sur quoi et s'adosse sur quoi? Alors, je dirais peuple juif, c'est une notion religieuse. C'est-à-dire quand la religion juive, déjà quand est-ce qu'elle apparaît? Toute une partie de la Bible hébraïque, c'est un livre religieux, mais ce n'est pas un livre d'histoire. Donc, l'arrivée des Hébreux depuis la Mésopotamie, vous pouvez oublier, il n'y a pas la moindre trace archéologique de ça. Exit Abraham. L'entrée ou la sortie d'Égypte, même si la plupart des fêtes juives sont reliées à l'épisode égyptien, il n'y a pas de trace de ça. Joseph n'a pas existé, n'a pas été ministre du Pharaon. Vous pouvez oublier. La première trace qu'on a, c'est une stèle du pharaon Meremptar, on est en 1207 avant Jésus-Christ, qui parle en gros d'un peuple vassal qu'il appelle Israël. Mais c'est pas, il n'y a pas de religion derrière ça. À peu près selon tout ce qu'on peut savoir avec l'archéologie et l'histoire, la Palestine a toujours été une terre de mélange, parce que c'était un couloir entre l'Égypte et la Mésopotamie, et probablement en quelques kilomètres d'écart, on n'avait pas la même langue, on n'avait pas les mêmes dieux. Le royaume unifié de David et Salomon, probablement à l'époque présumée de Salomon, Jérusalem était un petit village de l'âge de pierre de quelques centaines d'habitants. Donc vous pouvez oublier Salomon, la reine de Saba, et le grand temple qui aurait été détruit à cette époque-là. Il y a deux royaumes historiques qui apparaissent après, le royaume d'Israël, dont la capitale était Samarie, et le royaume de Judée au sud. Il n'est même pas prouvé que le royaume d'Israël avait comme religion dominante ce qui deviendra la religion juive. C'est essentiellement dans le royaume de Judée que cette religion s'est développée, a commencé à devenir monothéiste, probablement sous des formes un petit peu différentes. Et le royaume de Judée va avoir des ennemis, l'Égypte et la Mésopotamie. Et donc c'est les Égyptiens qui tuent le roi Josias à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et ce sont les Babyloniens, quelques années après, qui prennent Jérusalem, le roi Nabuchodonosor, et qui exilent les élites, probablement essentiellement les prêtres. Et il est probable, pas tout à fait sûr, que l'essentiel de la Bible hébraïque ait été écrit pendant les 50 ans d'exil de Babylone. Et il faut donc comprendre ce texte fondateur, parce que la Bible hébraïque va inspirer très fortement après l'Ancien Testament, essentiellement des chrétiens, et le Coran des musulmans.
il faut comprendre essentiellement la Bible hébraïque comme étant un ouvrage d'exilé. Et que ce qui est raconté dedans, c'est notamment l'épisode d'Abraham ou l'épisode de Moïse, c'est des exilés qui racontent, qui glorifient leur histoire, qui se donnent une raison d'être. Bon, Cyrus, l'empereur perse, permet à cette petite communauté de revenir en Palestine, disons, sur cette terre-là, et il reste un petit groupe qui pratique une religion. Qu'est-ce qui va faire que ça va prendre une très grande importance? La région est conquise par Alexandre le Grand, tout l'Orient est hellénisé, et la Bible hébraïque est traduite en grec. Et c'est sa traduction en grec, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui va provoquer la dissémination de la religion, mais pas du peuple, pas des Judéens. Par exemple, Alexandrie, qui est quasiment une des plus grandes villes du monde à cette époque-là, sera une ville entière juive. Plus tard, à l'époque romaine, le grand philosophe d'Alexandrie, Philon, est juif, mais c'est des Égyptiens qui sont convertis au judaïsme. Et donc on va trouver dans le monde hellénistique des gens de confession juive, de religion juive, mais qui ne sont pas des Judéens. Plus tard, quand Rome va conquérir la région, cette religion va se propager à l'ouest. On trouve des tombes juives à Rome dès 135 avant Jésus-Christ. Probablement déjà les Phéniciens avaient amené des marins cananéens et donc probablement de religion juive vers l'Espagne ou vers l'Afrique du Nord. Donc la religion s'est diffusée dans l'Empire romain. À l'apogée de l'Empire romain, sans doute 10-15% de la population est juive, mais ce sont des Grecs, ce sont des Égyptiens, ce sont des Gaulois, ce sont des Espagnols, ce sont des Berbères de religion juive. Arrive le 4e et le 5e siècle après Jésus-Christ, où le christianisme, qui au départ était une secte juive, une dissidence du judaïsme, l'emporte sur toutes les religions prosélytes, dont le judaïsme, et va édicter de nombreuses lois contre les juifs, notamment l'enfermement dans des quartiers particuliers, qui seront plus tard les ghettos ou les rouderias, qui vont être l'interdiction de la terre, qui vont être des accusations extrêmement graves de propager, de vouloir dominer le monde, d'être le peuple déicide, de commettre des crimes rituels. Donc le judaïsme va se refermer, contraint et forcé, va cesser d'être une religion prosélyte, en gros dans la région de l'Empire romain. Mais c'est à l'extérieur de l'Empire romain qu'il va y avoir de grandes conversions au judaïsme. Alors l'une des plus fameuses, c'est la conversion des Berbères d'Afrique du Nord. On sait qu'un assez grand nombre de tribus, on est aux alentours du 4-5e siècle après Jésus-Christ, dans l'intérieur vont se convertir au judaïsme, et les juifs maghrébins sont les descendants de ces berbères judaïsés. Aux confins entre mer Caspienne et mer Noire, au 8e siècle après Jésus-Christ, un grand empire dont les souverains étaient turcs, enfin, de famille turque, et dont la population était slave, se convertit au judaïsme. C'était l'empire khazar. Il est probable que les Ashkénazes, les Juifs d'Europe centrale et orientale, aient des origines à la fois des colons romains de la vallée du Rhin, qui étaient de langue germanique, et les Khazars, mais il y aura d'autres conversions. Il y aura un royaume juif au Kurdistan, il y aura un royaume juif au Yémen, les Himyarites, et probablement les quelques juifs qu'on trouvera en Éthiopie viennent de là aussi. Donc, l'essentiel de ceux qui sont de confession juive sont des convertis. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par peuple? Si on entend par peuple une notion religieuse, dans la religion juive, le peuple juif a été puni par Dieu pour s'être mal comporté, ce qui explique la destruction du temple par Titus en 70 après Jésus-Christ, et il est puni par Dieu, et tant que le Messie n'est pas arrivé, il n'aura pas le droit de retourner sur sa terre, il ne sera pas pardonné. Mais si on entend par peuple une unité d'origine, de langue, de coutume, alors il y a des peuples juifs, il y a un peuple séfarade, descendant des juifs chassés d'Espagne, il y a un peuple judéo-arabe ou judéo-berbère qu'on va trouver
en Afrique du Nord, au Yémen ou en Irak. Il y a un peuple yiddish, dont je suis issu, c'était la langue maternelle de ma mère. Mais dire qu'un juif irakien et un juif polonais appartiennent au même peuple, c'est une construction historique. Et surtout, ces différents peuples n'avaient aucun attachement à la terre de Palestine. Pour les juifs religieux, tant que le Messie n'était pas arrivé, il était interdit de retourner sur cette terre. Et pour les juifs laïcs, ils se battaient pour l'égalité des droits ou l'émancipation sur place. Et donc, ce que le sionisme va inventer, c'est la centralité de la terre d'Israël, mais historiquement, elle n'a jamais existé. À partir de quand on commence à penser que c'est une force qui arrive à se coaliser un peu? Alors là, je vais être clair, il y a eu des rapports entre des communautés juives très éloignées. Par exemple, dans la conversion des Khazars au judaïsme, une des sources de cette conversion, c'est des échanges épistolaires avec des ministres juifs d'Andalousie. Bon, il y a eu des échanges entre le monde ashkénaze et le monde séfarade. Le plus grand poète ashkénaze s'appelait Chaim Peretz. Peretz, c'est Pérez, on voit bien l'origine espagnole. Et puis quand il y aura une grande hérésie, le sabbatéisme dans le monde séfarade au XVIIe siècle, il y aura 50 ans après une hérésie assez semblable en Pologne qui sera le franquisme. Donc il y avait des rapports, mais c'était des peuples différents. Et donc la notion d'unité, là je suis très clair, c'est le XXe siècle et c'est le sionisme. Et ça n'existe pas avant. Alors avant, il va y avoir une espèce de... Là où, d'abord, il y a une question de nombre. En 1880, 60% des juifs du monde entier vivent dans un seul pays, c'est l'Empire russe. Donc il faut comprendre que la centralité du monde juif, elle est d'une part ashkénaze, elle est d'autre part liée à l'Empire russe qui va jusqu'à Varsovie, qui englobe les pays baltes, l'Ukraine. Donc cette centralité-là, il est certain que les juifs du monde occidental ou d'Europe centrale pouvaient avoir certaines préoccupations pour des juifs qui étaient extérieurs à ce monde-là. Par exemple, le décret Crémieux, il est fait par un juif français assimilé, et un des premiers ministres de la Troisième République naissante, en direction de juifs qui sont extérieurs au monde juif européen, qui sont les juifs algériens. Mais c'est presque la première fois, il s'adresse à eux sur des raisons religieuses et pas sur une raison de centralité de la terre. Donc la question de la centralité de la terre de Palestine, c'est entièrement une invention du sionisme. Et même, ce n'est pas le premier congrès sioniste qui va le décider. La théorie d'Herzl au départ, c'est un État juif, État refuge. Un foyer juif, foyer refuge. Donc au départ, il peut accepter de le faire en Ouganda, en Argentine. Et quand ils vont décider de le faire en Palestine, donc de mettre cette portion de terre comme centrale pour le monde juif, c'est avec l'espoir de rallier les religieux. Or, le courant sioniste religieux à l'époque est extrêmement faible et le ralliement des religieux au sionisme aura lieu 60 ans plus tard. D'accord. Qu'est-ce qui fait que cette diaspora très complexe, quand même, a cette volonté à un moment donné de se réunir, de trouver un territoire et de vouloir se cristalliser? Alors le mot diaspora, qui est un mot grec, qui veut dire dispersion, il faut bien sûr ne pas le prendre en termes de « c'est un peuple qui s'est dispersé Oui. ». C'est des écrits. C'est une religion qui s'est dispersée et donc qui a donné naissance à des peuples. Si je dois donner des définitions, je dirais qu'il y a des peuples différents ayant une communauté de destin liée à la religion. La question est claire, le sionisme est la pire réponse à l'antisémitisme. C'est-à-dire que c'est l'avènement, après plus d'un millénaire d'anti-judaïsme chrétien, c'est l'avènement d'un antisémitisme racial en Europe qui va devenir hégémonique chez les élites, qui va commencer dans l'endroit où il y a le plus de juifs, l'Empire russe, où le régime tsariste va déclencher une politique officielle de pogrom pour empêcher la montée du mouvement révolutionnaire. Et donc c'est la persécution qui va donner à une minorité de juifs l'idée que la solution,
c'est un État. Alors, puisqu'on a parlé de dispersion et de cette idée de réunification, je vais faire une comparaison. Il y a une autre communauté humaine qui a des traits tout à fait pareils, ceux qu'on appelle les Roms, mais que selon les endroits qu'on va appeler les Bohémiens, les Sintis, les Manouches, etc. Ils sont arrivés il y a 1000 ans en Europe. Il n'y a pas plus discriminé qu'eux. Il y a même ma mère, juive communiste roumaine, elle les appelait les voleurs de poules, donc même chez elle, les préjugés racistes existaient contre eux. Partout, il y a discrimination, il y a stigmatisation, il y a le logement, le travail, le déplacement, le séjour. Bon. Imaginons que chez les Roms, il y ait des intellectuels qui disent face à cette persécution, la seule solution, c'est de faire un État rome. Ils feraient un congrès au Hasarabal et il y aurait discussion, est-ce qu'on fait l'État rome en Inde, d'où on est parti il y a 1000 ans, ou en Roumanie, où on a été les plus nombreux et en esclavage pendant un siècle. On comprend bien que dans tous les cas, c'est la guerre. C'est-à-dire que le sentiment que, face à la discrimination, la solution soit le regroupement dans un État ethnique, c'est une création politique. Alors c'est une création politique qui va être extrêmement minoritaire chez les Juifs au moment de Théodore Herzl. Quand Théodore Herzl écrit Die Judenstaat, l'État des Juifs, c'est quoi le monde juif à l'époque? Il y a les religieux, mais surtout en Europe de l'Est, qui, eux, étudient dans les yeshivot, dans les écoles religieuses. Pour eux, le Messie n'est pas arrivé. Ils seront antisionistes. Quand Herzl veut faire le congrès fondateur du sionisme à Munich, il y a une pétition quasiment unanime de tous les rabbins allemands contre ce qu'ils appellent la folie sioniste. Il y a les assimilationnistes, nombreux en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, qui ont conquis des droits politiques et pour qui la bataille, c'est d'en conquérir plus et d'obtenir l'égalité. Et puis il y a les révolutionnaires, donc c'est un peu mon histoire. C'est comme face aux pogromistes, les religieux disaient on est puni par Dieu, donc il faut se soumettre. Les révolutionnaires ont abandonné la religion pour combattre les pogromistes et ils ont considéré que leur émancipation comme minorité opprimée passait par l'émancipation de l'humanité. Mais ces trois courants-là, c'est l'extrême majorité des Juifs. L'Union juive française pour la paix a édité l'an dernier un livre qui a un très grand succès, qui s'appelle Antisionisme, une histoire juive, et où les trois copines qui ont écrit ça ont recueilli plus de 60 textes écrits depuis 120 ans par des juifs célèbres contre le sionisme. Et on y retrouve justement toutes les formes d'opposition juive au sionisme, l'opposition religieuse, l'opposition assimilationniste, l'opposition révolutionnaire. Il y avait un parti révolutionnaire juif, le Bund, qui demandait l'autonomie culturelle, c'est-à-dire l'égalité des droits complètes culturels et politiques sur place, sans territoire. Je trouve d'ailleurs que les théories du Bund pourraient tout à fait s'appliquer aujourd'hui à la minorité arabo-musulmane ou à la minorité rome en France. Et en Palestine, j'ai trouvé des Palestiniens qui étaient intéressés par cette notion d'autonomie culturelle. Mais donc les sionistes, c'est une petite minorité. Le Bund disait les sionistes, c'est le parti de la bourgeoisie. Et en plus, alors que les révolutionnaires s'opposaient aux antisémites, les sionistes collaboraient avec les antisémites, avec l'idée commune que les Juifs devaient quitter l'Europe. Juste une petite parenthèse sur les Roms. Est-ce que ce qui leur a manqué justement pour revendiquer un territoire, c'est une fiction? Ils n'avaient pas cette religion derrière. Il n'y avait rien qui les réunisse véritablement. Quand on dit fiction, il faut faire attention. Le sionisme n'a pas été créé par les religieux. Le Théodore Herzl était agnostique. Mais il s'adosse dessus quand même. Même pas. C'est pire que tout. Celui qui va fonder l'État d'Israël, Ben Gurion, était totalement athée. Et Ben Gurion, une phrase qu'on lui prête, qui est très rigolote, c'est Dieu n'existe pas, mais il a donné cette terre au peuple juif. Il s'adosse dessus quand même. Les sionistes ont utilisé une Bible à laquelle ils ne croyaient pas comme un livre de conquête coloniale. Et ça va continuer, c'est-à-dire que les principaux personnages qui vont créer l'État d'Israël, qui vont exproprier les Palestiniens,
sont des athées ou des agnostiques. Donc pour ceux qui pensent que juif c'est uniquement une religion, dans ce cas-là, Ben Gurion n'est pas juif, Théodore Herzl n'est pas juif, Yitzhak Rabin n'est pas juif, et on peut continuer comme ça. Et Moshe Dayan n'est pas juif, etc. Donc ce sont des athées ou des agnostiques qui ont utilisé la religion à des fins colonialistes. Et après, ils ont créé de toutes pièces le courant sioniste religieux qui est aujourd'hui totalement hégémonique. Enfin, le fait que des gens prétendument de gauche aident à créer un courant fasciste, il n'y a pas qu'en Israël que ça s'est passé. À partir de quand la cristallisation donc en Palestine commence à être effective, à l'œuvre? C'est dès le début. Il faut comprendre que le sionisme, dès le début, mais c'est écrit chez Herzl, c'est un colonialisme, dès le début. Et ce n'est pas un colonialisme qui veut faire suer le burnou, comme le colonialisme français. C'est un colonialisme de négation de l'existence du peuple autochtone, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. D'ailleurs, celui qui avait fait cette phrase, Israël Zangwill, a rompu avec Herzl, parce qu'il a assez vu l'utilisation de sa phrase à des fins coloniales. Mais c'est un colonialisme de remplacement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les institutions coloniales sionistes qui ont expulsé le peuple palestinien de son propre pays, elles sont créées dès le début. Mais le début... Alors 1898, création, ça ne s'invente pas le nom, de la Banque coloniale juive. 1901, création du KKL, Keren Kayemet le Israël, le Fonds national juif, celui qui plante des arbres là où il y avait des villages palestiniens, celui dont les statuts, le but est de judaïser la terre. Donc on comprend bien que dès le début, il n'y a aucune place pour les Palestiniens. Les Palestiniens, c'était un peuple assez accueillant, parce qu'ils n'avaient pas de conscience nationale, ils faisaient partie du monde arabe, mais dans cette partie du monde arabe, ils avaient la conscience d'être les gardiens des lieux saints des trois religions monothéistes, et puis c'était un peuple pluriel. Pendant plus d'un millénaire, il y a eu en gros en Palestine 80% de musulmans sunnites, 15% de chrétiens de différentes religions, et 4 à 5% de juifs autochtones. Et ils gardaient les lieux saints. Et jusqu'à la fin de l'Empire ottoman, c'est très clair dans la municipalité de Jérusalem, ils gardaient les lieux saints. Et dès le début, les Palestiniens voient que l'immigration sioniste, c'est pas une immigration friendly. Ils voient dès le début que c'est une immigration qui vise à les remplacer. La Palestine n'était pas du tout un pays sous-développé. Il y avait, pendant le mandat britannique, il y avait 80 quotidiens, il y avait des chemins de fer, il y avait des écoles, il y avait la scolarisation des filles et tout. Et donc dès le début, les notables palestiniens, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, vont s'insurger contre le sionisme. Ils avaient proposé aux sionistes de partager le but d'un grand pays arabe indépendant dans lequel ils auraient leur place. Les sionistes, ça ne les intéressait pas. Et donc les premières révoltes palestiniennes contre les sionistes, c'est 1920. Après, il y aura 1929, Hébron, puis après, il y aura la grande révolte de 1936. Mais c'est parce que, dès le départ, le sionisme crée une société séparée. Et quand on est de gauche, on doit constater que l'instrument numéro 1 de la construction de cette société séparée, c'est la gauche sioniste, c'est les kibbutz, c'est le syndicat Histadrut, et c'est donc des gens qui se prétendaient socialistes et qui ont créé une société raciste et séparée. Ils ont eu un réflexe... Non, c'était théorique. C'était vraiment théorique. Alors je suis plus sévère là-dessus, parce que il faut comprendre que dans une partie de la gauche, la question coloniale n'a jamais été traitée. Puisqu'on est en France, quand les déportés de la Commune sont déportés en Nouvelle-Calédonie et qu'il y a la révolte kanak du chef Ataï, à l'exception notable de Louise Michel, la quasi-totalité des déportés communards vont pactiser avec les génocidaires de l'armée française contre les Kanaks. Parce que, voilà, c'était... Et puis beaucoup de ces socialistes partageaient l'idée, j'ai retrouvé une phrase de Léon Blum qui date de 1924, et où il explique que il est du devoir des pays civilisés d'apporter la civilisation à des peuples qui ne sont pas encore rentrés dans la civilisation. Donc il approuve une colonisation qu'il souhaite embellir avec ce genre de phrase, mais qui était livrée aux colonialistes. Et
Le sionisme n'a pas fait exception là-dessus. Il n'y avait aucun altruisme de ce côté-là. Il y avait l'idée que, face à l'antisémitisme européen, il fallait un pays pour les Juifs, et que s'il y avait, dès les années 20, les élites sionistes en Palestine réfléchissent à ce qu'on va faire des fellahs qui vivent là. Et ils établissent des plans, y compris avec un financement pour les déplacer en Irak ou tout, dès 1920. Cette volonté donc de coloniser la Palestine, dès le départ, il y a une vraie donc volonté de ne pas du tout partager ce territoire. Le projet sioniste, dès le début, c'est un maximum de terre pour un minimum d'Arabes. Et dès le début, c'est ça qu'ils vont appliquer. Et dès le début, là où les Juifs s'installent en Palestine, alors qu'ils sont très minoritaires, hein, au moment de la déclaration Balfour, c'est 11% de la population de la Palestine qui est juive. À la veille de la guerre de 1939, c'est 33% de la population de la Palestine qui est juive. Donc, partout où ils s'installent, ils interdisent la présence des Palestiniens. C'est un colonialisme. Ils fondent Tel Aviv à côté de Jaffa, et Tel Aviv va être une ville entièrement juive. Et chaque fois qu'ils vont fonder un kibbutz, un moshav, une ville, c'est juif. Comment se fait-il que, alors je ne sais pas comment on peut qualifier ça, mais des parias en Europe, des gens qu'on a voulu exterminer, des gens à qui on a fait porter l'effondrement du capitalisme en 29, c'est eux qui en ont payé le prix fort, etc. Comment se fait-il que brusquement ça devient des alliés? Brusquement, on les aide, on les respecte, et on leur donne carte blanche pour éradiquer un autre peuple? Alors c'est Hannah Arendt qui a là-dessus des propos très intéressants. Hannah Arendt définissait la vision du juif par les antisémites. Donc pour les antisémites, les juifs étaient des parias asiatiques inassimilables en Europe. Oui. Et le sionisme en fait quoi? Des colons européens en Asie. Et pourquoi, dès le début, les antisémites de l'Europe sont sionistes? Parce qu'ils partagent avec les sionistes le fait que les juifs doivent partir et devenir des colons européens. Alors, parmi les amis d'Herzl, il y a Édouard Drummond, le chef des Antidreyfusards, qui écrit dans son torchon, il avait lu l'État des Juifs, et il écrit à propos d'Herzl, ce monsieur fait notre bonheur en faisant le sien. Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, que Herzl avait accompagné dans un voyage à Jérusalem, griffonne à son ministre de l'Intérieur, ne mettez aucun obstacle à quelqu'un qui veut nous débarrasser des Juifs. En 1904, peu après leur mort à tous les deux, Herzl visite Vyacheslav Plehve, le ministre de l'Intérieur du Tsar, celui qui avait organisé les pogroms. Oui. Mes deux grands-mères sont des survivantes du pogrom de Kishinev de 1903. Et les deux hommes tombent d'accord sur le fait que les Juifs russes doivent partir de Russie. Et Plehve intercédera auprès du sultan ottoman pour favoriser l'entreprise sioniste. Et parmi ces antisémites qui sont fous des sionistes et qui le sont toujours, alors que leur existence date de plusieurs siècles, il y a les chrétiens sionistes. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Quand le protestantisme est apparu, la Bible a été traduite dans la langue du coin. En Angleterre, la Bible a été traduite en anglais. Et parmi ceux qui vont partir dans les nouvelles colonies, il y a beaucoup de ces chrétiens sionistes qui ont élaboré comme théorie que les Juifs doivent retourner en Terre Sainte, chasser le mal Armageddon, qui est très vite identifié aux Arabes, puis se convertir à la vraie foi, sinon ils disparaîtront parce que ces chrétiens sionistes sont antisémites. Aujourd'hui, les chrétiens sionistes sont 100 millions aux États-Unis, ils ont une puissance énorme financière et politique. C'est eux qui ont financé l'essentiel de la colonisation de la Cisjordanie, donc savoir que la colonisation a été essentiellement financée par des antisémites. Mais il n'y a pas de contradiction. Parmi ces antisémites, il y avait Balfour. Balfour, en 1905, il est Premier ministre de Grande-Bretagne et il édicte des lois contre les Juifs polonais qui viennent semer la révolution à Londres. Et 12 ans après, il envoie une belle lettre à Lord Rothschild, le financier du mouvement sioniste anglais, en lui promettant la Palestine comme foyer juif. Il n'y a pas de contradiction entre le Balfour antisémite et le Balfour sioniste. Pour lui, les Juifs en Europe, c'est des parias, et les Juifs en Palestine, c'est des colons. D'accord. Donc en fait, on va vraiment
Et c'est très, très étrange. Donc, ce sont des chrétiens qui, pendant presque 2000 ans, donc, malmènent une religion. Et finalement, c'est eux qui vont vraiment... Instrumentalisent, oui. Voilà, pour les aider dans un projet fascisant et colonial. Alors, il y a certains qui disent, je n'irai pas jusque-là, certains disent même que en fait, le sionisme, c'est une création chrétienne et protestante. Je dirais non. Je dirais que quand le sionisme juif, il est vraiment né dans le monde juif, dans la bourgeoisie juive, de façon minoritaire, mais que d'entrée, il a considéré que le sionisme chrétien était un allié. Je le verrais plutôt comme ça. D'accord. Ça pèse quoi aujourd'hui, le sionisme chrétien? Aux États-Unis, j'ai dit, avec les enfants et tout, c'est 100 millions de personnes, c'est-à-dire c'est entre 25 et 30% de la population. Et ils ont eu plein de présidents. Il y a une anecdote que j'avais entendue sur Truman, qui est président des États-Unis au moment de la création de l'État d'Israël, était chrétien sioniste. Et c'est lui qui a acheté les votes au moment du vote de la partition à l'ONU en 1947. C'est lui qui a acheté les votes de l'Éthiopie, d'Haïti, de Libéria, etc. Et Truman quitte le pouvoir en janvier 1953. Quelques mois après, il se balade dans une synagogue à New York. Il est acclamé par les fidèles. Il dit non, mais moi je n'ai rien fait, j'ai été guidé par la main de Dieu. Il faut comprendre. Et par exemple, aujourd'hui, les chrétiens sionistes savent bien qu'un type comme Trump est tout sauf un croyant sincère, mais ils s'en foutent, il est guidé par la main de Dieu. Il faut quand même savoir que quand Trump déménage l'ambassade états-unienne de Tel Aviv à Jérusalem et qu'il inaugure l'ambassade à Jérusalem, pour l'inauguration, il emmène dans ses bagages des chrétiens sionistes. Donc il emmène John Hagee, qui avait déclaré que Hitler était juif et que son œuvre avait été guidée par la main de Dieu. Et il emmène dans ses bagages Robert Jeffress, qui avait déclaré aucun juif ne pourra être sauvé, tous iront en enfer. Enfin, là, c'est quand même des gens assez malades, sauf que ça représente une puissance financière et électorale énorme. Aux États-Unis, ils ont la puissance de faire battre la plupart des candidats. C'est pour ça que personne n'ose les affronter. Qu'est-ce qui est en train de se passer justement avec Trump, avec la folie de Netanyahou, avec cette radicalisation qui devient maintenant génocidaire évidemment. Pourquoi ça s'accélère? Quels sont les leviers de cette puissance inouïe? Le projet sioniste, dès le début, c'était l'expulsion. Oui. Alors, ils l'ont réalisé en 1948. On ne faudra jamais oublier que le crime fondateur de cette guerre, c'est l'expulsion de 800 000 Palestiniens, c'est raser leur village, c'est interdire le retour, même qui avait été voté par l'ONU. C'est donc créer un État où il ne restait plus que 20% d'autochtones à qui on pouvait donner le droit de vote parce que c'était une minorité digérable. Mais quand les sionistes envahissent, on sait maintenant, il n'y a plus de débat historique, la Cisjordanie, le Sinaï, Gaza, et le Golan et Jérusalem-Est en 1967, ils se retrouvent avec autant de Palestiniens que de Juifs israéliens, et le projet devient assez clairement de transformer les Palestiniens en les Amérindiens du Proche-Orient, expulsés ou enfermés dans leurs réserves. Et donc, surtout quand c'est le courant de Netanyahou qui est arrivé au pouvoir de façon définitive à partir des années 2000, le projet est clairement prendre le maximum de territoires, enfermer les Palestiniens dans des territoires de plus en plus exigus et si possible les expulser. Ce projet d'expulsion, après le 7 octobre, Netanyahou l'exprime très clairement. Et jusque-là, ce projet était une utopie meurtrière, mais était une utopie. Avec Trump au pouvoir, ça devient un projet possible. Je ne crois pas qu'il aura lieu parce que je connais assez la Palestine. La Palestine résiste de toutes ses forces depuis des années. Même dans les pires des conditions, les Palestiniens de Gaza ont recréé le lien social, ont recréé un morceau de société et ne partent pas. J'avais l'autre jour au téléphone Georges Abdallah qui peut me téléphoner de sa prison. Depuis sa prison, oui. Et que j'ai visité 9 fois.
et qui me disaient « T'as vu, je suis sur Al Jazeera, on les voit par centaines de milliers qui remontent vers le nord, ils ont tenu compte de la Nakba, ils ne partiront pas. » Bon, Georges est peut-être optimiste, parce qu'ils retournent vers des endroits souvent inhabitables, et parce que ça ne veut pas dire que l'expulsion ne va pas avoir lieu, mais ça reste pour moi des rodomontades, sauf que tout le monde comprend bien qu'on est passé dans une autre époque, que pendant très longtemps, les Israéliens, ils étaient dans le déni. C'était les fameuses phrases de Ben Gurion, nous n'avons expulsé personne, les Arabes sont partis d'eux-mêmes. Maintenant, on est passé du déni au crime assumé. Oui, on les a expulsés, on aurait dû tous les expulser, ce pays est à nous, rien qu'à nous, on ne veut pas vivre avec eux, et on n'en a rien à foutre de ce que vous pensez. C'est ça, ce qui se passe en Israël. Et donc c'est ça qui est à l'œuvre. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ils sont en train patiemment de détruire le droit international pour y arriver. Ce qu'on peut noter depuis le 7 octobre, c'est que les institutions de base du droit international ont résisté. L'UNRWA a subi des coups sévères, elle est interdite à Jérusalem, elle continue à agir à Gaza et en Cisjordanie. L'OCHA continue à faire des rapports extrêmement documentés, tout ça c'est l'ONU. L'UNICEF, l'OMS, tout ça, ils n'ont pas sombré. Mais évidemment, dès qu'on monte dans la hiérarchie du droit international, là les attaques sont sévères. Ils ont fait de Guterres une marionnette qui n'a plus aucun pouvoir, puisque c'est le Conseil de sécurité qui décide et qui a le veto états-unien. Donc on comprend bien que ce qui se passe aujourd'hui est terrible. Derrière la volonté de liquidation du peuple palestinien, il y a la volonté de la domestication du monde arabe, et il y a la volonté de la destruction définitive de tout droit international, et donc le retour à la loi de la jungle avec tous les dangers que ça peut représenter. Donc je dis toujours que défendre la Palestine, ce n'est pas un supplément d'âme, c'est nous défendre nous. Bien sûr. C'est refuser qu'on ait un monde où ce soit la loi de la jungle généralisée, et c'est défendre un certain nombre de droits fondamentaux, parce que quand on y réfléchit, que demandent les Palestiniens? Juste qu'on leur applique le droit international, sûr, oui. La liberté, l'égalité et la justice pour eux. Le moment où tout bascule à très court terme, c'est ce 7 octobre. On dit beaucoup de choses sur ce... J'aimerais bien avoir ton regard là-dessus. On a du mal, ça se raconte, à imaginer qu'Israël ne l'a pas du tout vu arriver. Ce serait bien aussi de parler un petit peu, ce Hamas, c'est quoi? Comment il est financé? Par qui? Comment se passent ses rapports avec l'autorité palestinienne? Tout ça n'est pas complètement limpide dans la presse mainstream. C'est pas qu'on puisse dire. Oui, oui. Alors bon, je suis obligé de remonter pas mal en arrière. Oui, je m'excuse, oui. Je suis allé 2 fois à Gaza, en 2013 et en 2016. En 2016, où j'ai pu séjourner 3 semaines en tant qu'Union juive française pour la paix, on a rencontré les dirigeants de tous les partis politiques. Donc j'ai rencontré la direction du Hamas, le dirigeant du groupe parlementaire, je ne sais pas s'il est encore vivant, à la Stahl, et puis un autre député au Parlement. J'ai rencontré la direction du djihad islamique, celle du FPLP. J'ai rencontré la direction du Fatah à Gaza, parce qu'il existe parfaitement, et celle de tous les petits partis de gauche. Et nous avons une relation très forte, l'Union juive française pour la paix, essentiellement avec les paysans du sud-est de la bande de Gaza depuis 2016. Nous avons un représentant là-bas, qui se présente partout, tout ce qu'il fait, avec l'argent qu'on réussit à envoyer, c'est l'Union juive française pour la paix partout. Et le 7 octobre, nous étions au Caire, pour la première fois depuis 8 ans. La diplomatie française avait difficilement accepté de déposer notre demande de rentrer à Gaza par l'Égypte, parce que nous avions avec nous au départ 4 députés et un sénateur, et à la fin plus qu'un seul député, Thomas Porte. Et nous ne sommes pas rentrés parce que la guerre a éclaté. Donc le 7 octobre, je suis au Caire. Nous étions dans un hôtel plein de Palestiniens. Je ne crois pas à la théorie du complot. Tout le monde savait que quand on enferme 2 300 000 personnes dans une prison à ciel fermé, qui sont bouclées par terre, par mer et par air, qu'on leur donne juste de quoi manger, mais c'est au bord de la famine,
qu'on les mitraille régulièrement, que quand ils font des manifestations pacifiques comme les marches du retour 2018-2019, c'est 350 morts, 10 000 gens bisés, sans que le monde extérieur ne bouge. Quand on les a bombardés régulièrement, et moi quand j'y suis en 2013, j'ai les ruines des bombardements de 2012, et quand j'y suis en 2016, j'ai les ruines des bombardements de 2014, 2400 morts quand même. Voilà. On sait que tout le monde savait que ça allait péter, mais voilà, personne ne savait ni où, ni quand, ni comment. Donc c'est facile de dire Netanyahou, etc. Ce qu'a fait Netanyahou, qui est clair, c'est que pour lui, la division de la Palestine était un enjeu. Donc il a laissé passer l'argent arrivant au Hamas parce que ça garantissait le fait qu'il ne puisse pas y avoir d'État palestinien. Pour le reste, on arrête sur la complicité. Ça allait péter, il ne savait pas comment, et ça a pété d'une façon qui a surpris tout le monde. Alors, moi j'ai la version palestinienne du 7 octobre, parce que dans l'hôtel, les gens parlaient, que en gros, c'est la branche armée du Hamas qui a décidé toute seule, donc quand les Israéliens assassinent Ismaël Haniyeh à Téhéran, probablement qu'Ismaël Haniyeh ne savait pas plus que moi qu'il allait y avoir une attaque le 7 octobre. Probablement la décision a été prise par Sinwar, par Deif et peut-être par un autre. Ce qu'ils ont réussi, c'est qu'ils avaient l'accord d'autres factions pour attaquer, notamment le djihad islamique. Ils avaient neutralisé pendant plusieurs heures l'informatique de l'armée israélienne, ce qui leur a permis... Alors, il faut savoir ce que c'est que la barrière de séparation. Parce que nous, le travail avec les paysans, il était le long de la barrière. Et puis régulièrement, les paysans leur tiraient dessus parce que les Israéliens ne voulaient pas qu'ils aillent cultiver le long de la barrière. Sur les 40 km de frontière orientale, il y a une barrière de très haute technologie avec tous les 250 mètres des tourtueuses, mélange de technologie et de pointe et de Moyen-Âge. Ça fait 20 mètres de haut. Il y a un champignon là-haut qui de temps en temps s'est télécommandé de je ne sais pas où, d'une base militaire. De temps en temps, le champignon s'ouvre et ça tire sur des paysans qui sont en train de récolter ou sur des gens qui se sont approchés pour récupérer des métaux, parce qu'à Gaza, tout se recycle. Et puis, entre les tourtueuses, il y a des puits qui, au mépris de la loi internationale, captent la nappe phréatique. Donc, quand j'étais à Gaza, 95% de l'eau était inconsommable. Quand je me lavais les dents ou quand je me douchais, c'était affreusement salé. Et il y avait des très rares endroits où il y avait de l'eau buvable. Il faut savoir que même là où les paysans, avec l'argent que l'UJFP a envoyé, ont construit un superbe château d'eau. Ils l'ont construit en 2016. Le château d'eau a été détruit par les Israéliens en février 2024. Il fallait aller à 150 mètres de profondeur pour trouver de l'eau buvable. Et à 50 mètres de là, de l'autre côté de la barrière, les fameux kibboutz de gauche, on voyait l'arrosage automatique, les pelouses et les piscines. Donc c'est ça l'ambiance de Gaza. Michel Warshawski, qui est un grand anticolonialiste israélien, dit c'est une cocotte minute qui a explosé. Nourit Peled, une autre grande anticolonialiste israélienne, sa fille avait été tuée dans un attentat du Hamas en 1997, Smadar avait 14 ans. Netanyahou avait envoyé ses condoléances à Nourit, qui lui avait répondu « Tu es un monstre, tu es le seul responsable, tu obliges nos enfants à être assassins ou être assassinés. » Et moi, si je dois comparer le 7 octobre à quelque chose, je le comparerai au 1er novembre 1954 en Algérie, où après 120 ans de colonialisme, où pendant les 40 premières années, le colonialisme français a tué un tiers de la population, avec les enfumades, Bugeaud, Pélissier, où en 1954, il y avait plus d'illettrés chez les musulmans qu'en 1830, ben, ça a pété. Et le jour où ça a pété, ils ont tué des instituteurs, des pharmaciens français. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que dans une situation coloniale, la société civile de l'État colonial ne souffre pas un jour de ce qu'elle inflige au peuple colonisé. Quand j'entends les conneries sur le 7 octobre est un pogrom, moi je sais ce que c'est qu'un pogrom, ma grand-mère paternelle qui a vécu le pogrom de Kishinev et qui a survécu à la guerre me l'a raconté,
Évidemment, le 7 octobre n'est pas un pogrom. Le 7 octobre, c'est l'occupant qui est attaqué, ce n'est pas les Juifs. Et moi, quand je suis à Gaza, je me présente partout, Union juive française pour la paix, et que ce soit les partis, les associations et tout le monde nous répond, on est contre l'occupation, on n'a rien contre les Juifs. Ça vient de l'histoire et de l'identité palestinienne, cette affaire-là que les Israéliens ont évidemment du mal à comprendre. Alors, probablement que le Hamas avait des buts, il avait des buts d'empêcher les accords d'Abraham, parce que l'Arabie saoudite n'était pas loin de signer ce qui aurait été pour les Palestiniens une catastrophe. Et on lui en veut à Gaza, hein, nos correspondants à Gaza, ils sont très en colère contre le Hamas de ne pas avoir appréhendé les souffrances énormes qu'ils allaient avoir, et surtout en plein génocide, de ne plus avoir eu un contrôle suffisant sur le territoire pour pouvoir encore assumer les choses que la société civile palestinienne a elle-même dû assumer, parce qu'il n'y avait plus aucune autorité qui était capable de le faire. Mais elle a été capable de le faire. Et ça, c'est remarquable. Je donne un exemple. Hein. Quand les Israéliens ont eu peur d'une épidémie de polio, comment on explique qu'en 5 jours, tous les enfants palestiniens de Gaza aient été vaccinés? Parce que dans Gaza, il y avait partout des camps qui étaient auto-organisés et qui ont été capables de le faire. Donc, malgré ça. Alors, je reviens sur le Hamas. Georges Abdallah, toujours lui, interrogé par ses juges qui lui disent « Qu'est-ce que vous pensez du Hamas ?» Il a répondu « C'est des résistants, c'est vraiment dommage que ce ne soit pas des communistes. » Je pense comme lui. Et moi, quand la seule fois où France Inter m'avait enfin interviewé, ils ont passé 12 minutes au mois de mars, et il finit par dire « Alors, qu'est-ce que vous pensez du Hamas ?» J'avais répondu autre chose, j'avais dit « Le Hamas, c'est un peu comme le Parti socialiste français, il y a tout et n'importe quoi à l'intérieur. » Mais quelque part, c'est vrai, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a le vote qui va porter le Hamas au pouvoir en Palestine, le résultat du vote, c'est 39% pour le Hamas, 33% pour le Fatah, et le reste dispersé en 15 listes de gauche. On se demande toujours dans quel pays la gauche est la plus bête, mais il est certain que la moitié du vote Hamas a été un vote de protestation. Je connais des communistes et des chrétiens qui ont voté Hamas. Notre représentant qui les hait aujourd'hui, il a voté Hamas. Alors, ils ont voté Hamas pourquoi? Pour punir l'autorité palestinienne de 2 choses. La corruption complètement endémique, et surtout à Gaza, où ils avaient installé un mafieux, Mohamed Dahlan, à la tête de Gaza, et les accords d'Oslo, qui avaient été une gigantesque supercherie, une catastrophe complète pour le peuple palestinien. Et c'est ça le vote, une moitié du vote Hamas, c'est ça. Et si la gauche était présentée unie, le vote de protestation aurait été à gauche. Alors après, c'est un parti où il y a tout. Il y a des gens qui, effectivement, ont des conceptions religieuses. Ils sont issus des frères musulmans. Mais même si on parle des frères musulmans, ils ont été au pouvoir pendant 2 ans en Égypte. Avant d'être au pouvoir, ils avaient conquis toutes les strates de la société égyptienne. L'ordre des médecins, des pharmaciens, des étudiants, des profs et tout. En 2 ans, ils ont tout perdu. On a vu qui c'était. Mais quand Sisi fait son coup d'État, qu'est-ce qui se passe? À l'époque des frères musulmans, il y avait des syndicats, il y avait des partis politiques, il y avait des manifestations, Rafah était ouvert. Sisi fait son coup d'État, il n'y a plus ni syndicats, ni partis politiques, ni ouverture de Gaza, ni liberté, et il y a 60 000 prisonniers politiques, et le président de la République élu meurt en prison de la torture. Donc présenter les frères musulmans, c'est pas ma tasse de thé, le Hamas, c'est pas ma tasse de thé, mais les présenter comme le diable, c'est du délire. Comme présenter le djihad islamique comme le diable, non, c'est un parti nationaliste qui veut libérer la Palestine de la mer au Jourdain. Alors, je discutais avec le secrétaire général qui était trop heureux de rencontrer l'UJFP. Je lui dis, on imagine que vous gagnez, qu'est-ce que vous faites des Juifs israéliens? Il me dit, il n'y a pas de problème, puis c'est dans le Coran, ceux qui étaient là avant 48, ils restent. Je lui dis, vous savez bien que la grande majorité des Juifs israéliens sont nés après 48 et en Israël. Il me prend par le cou et il me dit, mais ça, camarade, il faut que tu comprennes, c'est la position avant une négociation, après on verra. Je veux dire, il faut avoir les pieds sur terre sur ce qu'est Gaza. Quand vous rentrez dans une famille à Gaza, il y a plein d'enfants, vous en trouvez un qui est au Hamas, un qui est au Fatah, un qui est au Djihad, un qui est au FPLP, et tout ça, ça discute.
Quand vous rentrez dans un taxi collectif à Gaza, c'est vive le Hamas. Ah non, abat le Hamas, c'est tous des corrompus. Ça discute. C'est une société incroyablement pluraliste, incroyablement éduquée. Ça n'a rien à voir avec l'image d'Épinal qu'on en a donnée, soit de gens subissant une dictature religieuse impitoyable, soit de gens qui veulent tous jeter les Juifs à la mer avec le couteau entre les dents. Tout ça, c'est de la propagande qui ne repose sur aucune réalité. D'accord. Alors, à partir de ce 7 octobre, on sent bien que Netanyahou, puis ensuite l'arrivée de Trump au pouvoir, à carte blanche, et de toute façon la passivité des dirigeants européens globalement. Je ne suis pas d'accord avec la passivité, la complicité. Oui, la complicité, oui, bien sûr, évidemment. Enfin, il a carte blanche maintenant, Netanyahou, pour rentrer quand même dans une réalité fasciste évidente, et elle n'est pas si dénoncée que ça, notamment en France, hein, c'est très ambigu, enfin, toi qui connais vraiment très très bien toute cette histoire, ça peut finir comment? Alors, il ne fait pas de doute que Netanyahou est un fasciste, il ne fait pas de doute que la droite israélienne, historiquement, est une droite fasciste, ce que les gens n'ont pas voulu voir. C'est-à-dire que l'origine historique de cette droite, c'est le fascisme, en particulier le fascisme italien, c'est Jabotinsky, qui était un ami de Mussolini. Donc cette droite n'a jamais été démocratique. Et cette droite a toujours eu comme programme l'éradication des Palestiniens. Donc ils pensent que c'est possible, mais ils le pensent tout en sachant que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que, par exemple, Trump, en donnant carte blanche à... Pas carte bleue. Mais carte bleue, ça marche aussi. Je sais, ouais, c'est un drôle de lapsus, je vais y réfléchir. Donc en donnant carte blanche à Netanyahou, il se tire aussi une balle dans le pied, parce qu'il refile le bébé à ses alliés jordaniens et égyptiens, et la Jordanie et l'Égypte savent qu'ils se tirent une balle dans la tête en acceptant l'évacuation des Palestiniens de Gaza chez eux. Donc il n'a pas tout à fait la possibilité d'y arriver. Par contre, ce que je veux dire qui est absolument innommable, c'est que dès le 7 octobre, la parole des génocidaires a été la seule autorisée, qu'on a eu toutes les autorités françaises qui ont accouru à Tel Aviv pour apporter leur soutien à Netanyahou, qu'on a eu une manifestation soi-disant contre l'antisémitisme et qui était une manifestation de soutien à des génocidaires antisémites, et qu'on a eu la criminalisation de tout le mouvement de solidarité, l'interdiction des manifs, il a fallu aller en justice pour l'avoir. Il n'y a que 2 pays qui ont fait ça, c'est la France et l'Allemagne. Et ça, évidemment, c'est très grave. Moi, je pense qu'on a en France nos élites politiques et médiatiques. Il y a un effondrement moral que je compare à ce qui s'est passé en 1940 en France. Et je pense que dans une crise extrêmement sévère du capitalisme, et qui rappelle d'autres crises du capitalisme, on a l'appareil d'État et les appareils des partis dominants prétendument démocratiques qui virent complètement, qui se rallient à des formes de fascisme absolument sans problème. Et par exemple, je veux dire, revenir sur le droit du sol qui est constitutif de la France depuis plusieurs siècles, on comprend bien qu'on passe dans une autre étape. Mais ça et le soutien à Netanyahou, c'est la même histoire. La criminalisation des migrants, l'islamophobie galopante. Je dis souvent que pendant plus d'un siècle, c'est l'antisémitisme qui était le dénominateur commun de toutes les idéologies de droite et d'extrême droite en Europe. Et aujourd'hui, c'est l'islamophobie. Que ce qu'on dit des musulmans ressemble quand même assez étrangement à ce qu'on disait des juifs dans les années 30. Dans les années 30, on ne savait pas comment ça allait continuer. Mais aujourd'hui, on ne sait pas non plus comment ça va continuer. Et voilà, il y a le fait que les médias, le Conseil national de la résistance avait décrété le pluralisme des médias. Aujourd'hui, 90% des médias privés appartiennent à 7 milliardaires qui sont tous de la même obédience, donc qui ont tous donné le même discours. On est quand même ahuri. L'histoire des femmes éventrées et des bébés décapités, c'est une association israélienne d'extrême droite religieuse, Zaka, qui propage ça dès le 8 octobre.
c'est documenté, on sait ce qu'est cette association, comment elle fonctionne, on sait qui a propagé ces nouvelles-là. Un an après, le 7 octobre 2024, on entend Anne Sinclair à France Inter parler des femmes éventrées et des bébés décapités, comme si ça avait existé. Donc on est dans des médias privés qui sont des milliardaires, et des médias publics qui sont devenus inaudibles, même France Culture, enfin Guillaume Erner, c'est plus audible. Arte, quand on sait que c'est BHL qui est au conseil de surveillance. BHL. Voilà. Parce que quand même... Mais il reste Mediapart, il reste... Les Juifs, on a eu des grands intellectuels, on a eu des Laurent Schwartz, on a eu des Stéphane Hessel, on a eu des Pierre Vidal-Naquet et tout, et on a maintenant des histrions comme BHL ou Finkielkraut. Ça veut dire choucroute en yiddish, hein, Finkielkraut. Enfin voilà. Donc on a eu un effondrement moral qui fait que le génocide a été possible. S'il n'y avait pas eu la complicité occidentale, le génocide n'était pas possible, et même l'élection de Trump n'était pas possible. C'est parce que ce monde-là se prépare à quelque chose de beaucoup plus dur et qui n'en a plus rien à faire du droit, mais ça ressemble au ralliement des patrons allemands à Hitler en 1933. C'est la droite israélienne fasciste et le néolibéralisme qu'on connaît chez nous, qui est en cours d'effondrement, finalement se reconnaissent. Oui, c'est les mêmes. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que Pierre Stambul, dans son histoire, dans sa vie, dans son combat, espère encore? Je suis capable d'analyser le passé, mais pas de prévoir l'avenir. Nous, à l'Union juive française pour la paix, on a décidé d'entrer que la question de la survie du peuple palestinien était fondamentale, qu'il fasse société. Donc pendant 8 ans, on a travaillé avec les paysans du sud-est de la bande de Gaza. On a réussi par des moyens toujours difficiles à envoyer des sommes très importantes. Le mouvement de solidarité nous a fait confiance. Les paysans ont construit un château d'eau, ils ont construit des canalisations, ils ont construit une maison des paysans qu'ils ont appelée quartier général UJFP. Quand les ministres du Hamas voulaient rencontrer les paysans, ils allaient au quartier général UJFP. On a construit avec nos amis d'Humanitaire une grande pépinière solidaire. Donc il y avait 1000 fermes qui étaient raccordées à cette pépinière solidaire. On a commencé à avoir une voiture qui sillonnait la bande de Gaza avec un agronome. On a organisé des ateliers de soutien psychologique. C'est un truc qui est fondamental à Gaza. Et depuis le 7 octobre, on continue. On a réussi à envoyer 500 000 € à Gaza. Donc j'appelle tout le monde à aller sur le site de l'UJFP. C'est très facile de nous soutenir financièrement. Notre banque nous ferme notre compte. C'est l'État français qui est derrière tout ça, parce qu'on soutient la Palestine. C'est une consigne générale à toutes les banques. On va tourner la difficulté, on y arrivera. Ils ne nous empêcheront pas d'être solidaires. Donc il y a une première urgence, c'est permettre que la société palestinienne continue de faire société, que les Palestiniens ne subissent pas le sort des Amérindiens ou des aborigènes, c'est-à-dire de ne plus être en situation de réclamer leurs droits. Et la deuxième chose, c'est que la guerre se passe chez nous. C'est que la guerre se passe parce que les dirigeants du monde occidental, les États-Unis en tête, mais l'Occident européen aussi, soutiennent des génocidaires. Ils ne les soutiennent pas par compassion pour les Juifs, ils les soutiennent parce qu'Israël, c'est leur État. Un État surarmé, une start-up technologique, un morceau d'Europe fiché au Proche-Orient, un exemple de reconquête coloniale. Et donc, soutenir la Palestine, c'est ici aussi que ça se passe, c'est créer un rapport de force face à nos politiques, face à nos médias, important. Et puis, nous, on est une association juive, donc il se passe encore autre chose, c'est que le sionisme est devenu majoritaire chez les Juifs, le sentiment territorialiste est devenu majoritaire, on a transformé un peuple qui s'est battu, pas un peuple, parce que j'ai dit que les Juifs n'étaient pas un peuple, une communauté humaine qui s'est battue pendant des années pour l'égalité des droits, pour le vivre ensemble, et l'État qui se prétend juif est un État génocidaire qui nie l'existence et la dignité
du peuple autochtone. Donc on a aussi, nous, en tant que juifs, une lutte à mener à l'intérieur du mouvement Solidarité pour expliquer que cette guerre n'est pas coloniale, n'est pas communautaire religieuse, c'est une guerre coloniale, et pour dire que l'avenir des Juifs et l'avenir des Palestiniens, c'est le même, c'est le vivre ensemble dans l'égalité des droits, et ça peut évidemment pas être la guerre ethnique. Donc voilà, on a des tâches immenses. Nous, on n'est pas courageux, hein, on sauve notre peau, et on n'a pas le choix. C'est Jaurès qui disait de l'affaire Dreyfus. Et en fait, il faut le sauver pour sauver le monde. C'est vraiment ça l'idée. Est-ce que l'Europe est justement dans ce concert des nations entre les États-Unis, bon évidemment qui est le fleuron du néolibéralisme, et Israël, est-ce que l'Europe a une voix qui pourrait être différente? Elle l'a pas, j'ai l'impression. Mais c'est terrible. Je veux dire que l'Europe, ce qui est majoritaire en Europe, c'est un néolibéralisme qui est prêt à s'allier aux fascistes. Donc on va vers une alliance néolibérale fasciste en Europe, qui est déjà à l'œuvre, en Italie par exemple. Bien sûr. Ce qui aurait dû être la gauche, et c'est là qu'il y a aussi une ressemblance avec le sionisme, de même que pour le sionisme, c'est la gauche qui a fait tout le sale boulot d'expulser les Palestiniens, de les réduire, de créer un État ethnique, et quand elle a été socialement inutile, elle a été réduite à jouer les forces d'appoint. Et toute une certaine gauche française et européenne, elle a cassé le code du travail, elle a fait les privatisations, elle a nassé les manifestations, et au bout du compte, on a cette alliance néolibérale fasciste. Ce que tu appelles gauche, c'est social-démocrate. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Donc je veux dire que... de gauche. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on a le même problème. Ce que j'appellerais la vraie gauche, qui devrait s'adresser aux travailleurs, représenter les travailleurs et défendre les travailleurs, ça fait quand même assez longtemps qu'elle est un peu inaudible dans la plupart des pays d'Europe. Et le résultat, c'est ce qu'on a là. On a comme une gauche crédible en France, même si on ne veut pas qu'elle existe. Même si toute la presse mainstream, les crabouilles... Tu penses à la France insoumise. Bon, je suis encarté nulle part, mais ils sont restés propres sur eux, et notamment sur la Palestine. Chapeau, et voilà, je veux dire qu'ils ont un certain nombre de députés très courageux qui se battent et tout. Il y a quelques gens de gauche aussi chez les Verts qui peuvent jouer ce rôle-là, mais encore quelques-uns encore chez les communistes aussi, mais... L'essentiel de la gauche, malheureusement, elle a déserté et le terrain des luttes sociales et le terrain de la solidarité internationale. Et on en paie les conséquences. Malgré tout, cette vieille Europe cultivée, avec tous ses penseurs, toute son histoire, tout son passé de lutte aussi ouvrière, tu penses que on pourrait pas quand même arriver à se distinguer du discours néolibéral planétaire? C'est mon espoir, mais si tu veux... Tu as l'exemple, l'Allemagne était le pays qui, de loin, avait le plus grand nombre de scientifiques, d'intellectuels, de cinéastes, d'écrivains, enfin une intelligentsia remarquable. Et le nazisme les a liquidés, emprisonnés. Les dernières grandes figures sont mortes ou se sont exilées ou ont été internées dans les camps de concentration. Et pour se libérer du nazisme, il a fallu... une intervention étrangère parce que le peuple allemand n'en était plus capable. Et donc, tu prends l'Italie, elle avait le plus grand parti communiste d'Europe, qui était quand même à 35% des voix. Elle a auto-liquidé un parti qui ne s'est même plus appelé ni communiste, ni socialiste, ni même de gauche, et puis qui a fait, quand il était au pouvoir, sa mantra, c'était d'appliquer le libéralisme européen, et le résultat, c'est qu'elle a Giorgia Meloni. Et donc, je veux dire, voilà, là, j'ai un petit peu dévié par rapport à mon combat qui est le combat antisioniste et qui est le combat pour la Palestine. Mais ces deux combats s'adossent, en fait. Ces combats s'adossent, c'est certain. C'est évident. Et par exemple, sur le socialisme, hein, le kibbutz aurait pu être un truc socialiste s'il avait été avec les Palestiniens. Or, les textes fondateurs du kibbutz interdisaient la présence des Palestiniens. Donc la question, c'est de construire quelque chose pour les travailleurs qui soit internationaliste, qui soit antiraciste, qui soit anticolonial. Et sinon, ça échoue. On a échoué après la crise de 29, nous, on a échoué en Europe
dans la fin des années 30. Tu gardes un espoir? Toute la bourgeoisie française disait plutôt Hitler que le Front populaire. Oui, bien sûr. Et là, bien par sûr, exemple, quand on regarde le deuxième tour des élections législatives, le nombre de circonscriptions que le RN a gagné contre la France insoumise, parce que il y a eu les macronistes et tout qui ont pensé dans leur tête plutôt Hitler que le Front populaire et qui ont voté RN. Ils ont une presse mainstream qui leur est entièrement dévouée, qui est d'une puissance de feu absolument vertigineuse. Oui, non, mais comment lutter avec nos petits moyens? Enfin, voilà. Toi, tu le sais. Bah oui, je sais. Nous, on n'existe évidemment pas du tout. Nous, par exemple, vis-à-vis du monde juif, la seule chose qu'on a, c'est la parole. C'est de leur rappeler leur histoire, c'est de leur rappeler leurs valeurs, c'est de leur rappeler d'où ils viennent. Et on n'a pas d'autre arme. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, on est à un moment où l'irrationnel prime sur le rationnel. Ça, c'est une des armes de l'extrême droite, entre autres. Tu as le sentiment, Pierre, qu'on a survolé ce qu'il fallait d'essentiel à survoler? Dans ce que tu m'as dit, peut-être qu'on est en 1938, et peut-être qu'il est encore temps de... Ben on a ce recul quand même fabuleux. On a ce recul. On sait que le capitalisme finit. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ce que le peuple palestinien subit, c'est-à-dire un génocide qui a probablement, quand on aura les chiffres exacts, tué plus de 100 000 personnes, c'est-à-dire 4% de la population. Alors on va me dire, c'est pas le ghetto de Varsovie, il y a eu 99% de morts, mais dans la définition internationale d'un génocide, c'est incontestablement un génocide, incontestablement. Et donc on a... le sort des Palestiniens et le nôtre maintenant sont liés. C'est-à-dire qu'on comprend bien que les forces qui visent à sa liquidation sont les mêmes forces qui vont nous instaurer un ordre brun ici. C'est très clair. C'est très clair. Pierre Stambul, merci. Sache que si à l'occasion d'autres passages dans la région ou d'autres publications tu voulais revenir, tu serais vraiment le bienvenu. Alors je peux dire que donc, pour ceux qui... J'ai parlé du livre Antisionisme, une histoire juive de l'UJFP, où il y a 60 textes extrêmement profonds écrits par des juifs contre le sionisme depuis 120 ans. Moi, je viens de sortir un livre qui se vend très bien pour l'instant, et si je n'en ai pas aujourd'hui, c'est parce que j'ai tout vendu. Je viens de Marseille. Tant mieux. Et puis qui m'en a manqué beaucoup, qui s'appelle Du projet sioniste au génocide, et où il y a à la fois la partie historique, et la partie sur la société israélienne, sur la destruction de la Palestine, sur Gaza, sur comment en sortir ou ne pas en sortir. Il va sortir un livre le 17 avril aux éditions Rive-Neuve qui s'appelle Gaza, mort, vie, espoir, qui est écrit par 5 solidaires français, dont 3 de l'UJFP. C'est toute l'équipe qui travaille à la popularisation de tout ce que font nos amis gazaouis depuis le 7 octobre. Il y aura énormément de photos et le 6e auteur, c'est Abou Amir, c'est notre représentant à Gaza. Et donc c'est à la fois, ils relatent tout ce qu'ils font pour que leur société survive. Donc ils relatent la rescolarisation des enfants, le creusement sanitaire, la désinfection des camps, les vaccinations, les distributions de lunettes, les ateliers de soutien psychologique, le retour à la terre là où c'est possible, les premières récoltes de tomates, tout ça c'est relaté. Et donc il sort le 17 avril. Vous saurez vraiment ce que c'est que Gaza, parce qu'en même temps, il y a les analyses politiques de nos camarades vues de là-bas. En annexe de cette interview, tu as carte blanche pour nous dire tout ce qu'on doit indiquer, relayer toutes les informations, les auteurs, les livres. Voilà, allez sur le site de l'UJFP. Oui, vous aurez... on prendra soin de le faire. Donc ujfp.org, jour par jour, presque heure par heure, on publie ce qui nous arrive de Gaza. Et il y a la cagnotte. Donc je vous dis, et en plus, on a... n'importe qui peut vérifier l'usage qui a été fait de cet argent. Puisque nos camarades, et c'est peut-être... on a quand même trouvé des gens assez exceptionnels à Gaza, dans cette société civile, ils relatent exactement, au centime près, ce qu'ils font avec l'argent qu'on arrive à envoyer. Vous verrez des moments qui sont les pires qu'ils ont vécu, des moments où la société était sur le point de rompre, mais elle n'a pas rompu. Donc j'ai cet espoir que si elle n'a pas rompu, elle ne rompra jamais. Le monde ne va pas rompre. Voilà. Pierre Stambul, merci beaucoup. Et merci. Certainement à une autre fois.
Juste une petite question, Pierre, Stambul. Stambul, ça vient de quoi? Ça vient de la ville d'Istanbul, bien sûr. D'accord. Alors, comment dire, j'ai un nom séfarade en étant ashkénaze, c'est-à-dire la région où est né mon père, la Bessarabie. C'est l'essentiel, c'est la Moldavie. Mais là où est né mon père, c'est l'Ukraine actuellement. C'est la région qu'on appelle le Boujak, et qui est entre le Odessa et le delta du Danube. Cette région a été ottomane, et donc il y avait des juifs ottomans, et les juifs ottomans étaient tous des juifs espagnols. Et l'essentiel des juifs qui sont arrivés dans la région sont arrivés après l'annexion par l'Empire russe, et ils venaient de Lituanie, de Biélorussie, et donc eux étaient ashkénazes. Donc les juifs bessarabiens sont quasiment tous ashkénazes, avec une petite minorité qui était séfarade et qui était autochtone. Donc j'ai un nom séfarade en étant ashkénaze. La langue maternelle de mon père c'était le russe, la langue maternelle de ma mère c'était le yiddish. Et l'endroit où il est né, mon père portait plusieurs noms. Akerman qui est le nom turc, ça veut dire ville blanche. Cetate Alba qui est le nom roumain qui veut dire ville blanche. Et Bielgorod-Dniestrovski, c'est le nom russe qui veut dire ville blanche du Dniestre. Donc en même temps, ça rappelle, pour ceux qui ne savaient pas, que les Juifs ont souvent des noms de villes. Warszawski, c'est Varsovie, Moscovici, c'est Moscou, Arthur London, c'est Londres, etc. Et même les Juifs français s'appellent souvent Lunel, Carcassonne ou des choses comme ça. Ou Monteux. Pour être un intellectuel aussi pertinent... Il y en a même qui en ont deux pour le prix d'un, c'est les Lyoncan. D'accord. Ils ont deux villes pour le prix d'un. Pour être aussi pertinent comme intellectuel, ça vient de cette complexité de ton identité? Non, mais moi j'étais prof de maths, mais j'étais passionné d'histoire. Bon, et puis comment dire, l'histoire du sionisme et l'histoire des Juifs, c'est mon... Bon, voilà, on en parlait beaucoup à la maison, on cherchait et tout. Et puis quand je suis devenu militant, j'ai mis ces connaissances au service de ce que je défends. Mais non, mais les identités juives, j'ai pas mal bossé dessus. Et tu les as bossées, mais tu les as en toi, dans ta chair quand même. Oui, bien sûr. Alors, ce truc-là est compliqué parce que qu'est-ce qu'être juif? Donc, si on dit que c'est une religion, moi je suis né athée. Déjà, mon père était né athée. Ma mère, les parents commençaient la prière pendant que les 5 frères et sœurs qui vont disparaître pendant le génocide, sauf ma mère, parlaient à voix haute de Marx et d'Engels. C'était l'ambiance des Juifs d'Europe de l'Est. Et juif, c'est pas une religion, parce que si on dit que c'est une religion, Léon Blum n'était pas juif, Mendes France non plus, Einstein non plus, Ben Gurion non plus, on voit bien. Bon. Et la moitié des 6 millions de morts n'étaient pas juifs. Donc j'ai dit, c'est plusieurs peuples ayant une communauté de destin liée à la religion. Donc moi, je suis issu du peuple yiddish, si ça on peut dire que c'est un peuple. Je ne parle pas le yiddish, je parle le russe, mais je ne parle pas yiddish. Mais bon, voilà, c'est une culture. Donc moi, je suis antisioniste, je suis athée, et j'appartiens au peuple yiddish et à son histoire. Quelque part, idéologiquement, je me reconnais assez dans ce qu'était le Bund, par exemple, qui était un parti athée, juif, prônant la langue yiddish et l'autonomie culturelle des juifs du monde yiddish. En t'écoutant, tu assumes assez bien une complexité, une luxuriance quand même des apports et de... Alors je peux parler des juifs espagnols aussi, je crois que... Oui. Parce que bon, je parle espagnol, donc j'ai lu des livres là-dessus. En Espagne, 10 à 15% de la population était juive au XIVe siècle. Et il y avait des juifs dans toutes les régions d'Espagne, aucune ne faisait exception. Et c'est la construction de l'État moderne espagnol, de la Reconquista, qui va aboutir à l'éviction des juifs et des morts, donc aussi bien des juifs que des musulmans. Pour les juifs, ça commence par un pogrom, même si le terme est russe et sera popularisé plus tard, à Écija en Andalousie en 1391. Il y a Ferenc Martínez qui appelle au meurtre des juifs. Et le pogrom va se propager dans toute l'Espagne, il y aura une centaine de milliers de morts. Un certain nombre de juifs vont se convertir, on les appellera les maranes, et dans certaines régions, ces maranes échapperont à l'expulsion.
beaucoup de Juifs vont continuer à être persécutés, ils vont petit à petit partir, et puis définitivement partir en 1492. Il va y avoir de nombreux autodafés juifs qui vont être brûlés. Il va y avoir parmi les plus fanatiques des chrétiens des descendants de juifs. L'archevêque de Burgos était le fils du grand rabbin de Burgos. Même Torquemada avait des origines juives. Il va y avoir des endroits où, des siècles après l'expulsion, les Espagnols vont continuer à persécuter ou à brûler les maranes, accusés de judaïser en silence. Edgar Morin se définit comme un marane, il a bien raconté cette histoire. Mais il y a l'histoire absolument fantastique des chouettesses de Majorque, qui étaient convertis dès le premier pogrom, et puis qui sont restés, qui ont résisté à l'expulsion, et qui, on en brûlera une cinquantaine au XVIIe siècle, accusés de judaïser en silence, et on leur interdira tous les emplois publics et tout. La persécution des Juifs de Majorque cessera avec la mort de Franco, pas avant. Et Franco, c'est un nom marane, et je pense qu'il le savait. Pourquoi l'antisémitisme est adossé donc à cette notion de sémite? Donc il faut remonter à l'histoire. Pendant plus d'un millénaire, ce qui est à l'œuvre, c'est l'anti-judaïsme chrétien. Anti-judaïsme chrétien qui va inventer les expulsions, les spoliations, les pogroms, les grands massacres comme il y aura en Espagne ou comme il y aura en Ukraine, ou à Strasbourg, les expulsions. Tout ça, ça commence très très tôt. Les premières expulsions de Juifs, le roi d'Agobert, les Visigoths espagnols, on voit que ça commence extrêmement tôt. Et les grands massacres, ça commence avec la première croisade. Au XIXe siècle arrive l'antisémitisme racial. Alors, quelles sont ses causes? Il y en a une qui est terrible, mais qui est vraie, c'est l'émancipation des Juifs. C'est le fait qu'en France et en Allemagne et en Grande-Bretagne, les Juifs sortent du ghetto et deviennent une minorité invisible qui va alimenter tous les fantasmes. Il y a aussi, et ça c'est beaucoup plus fort, 60% des Juifs du monde entier vivent dans l'Empire russe, beaucoup vivent dans l'Empire ottoman ou dans l'Empire austro-hongrois, et ces trois empires entrent en décadence, et face à ces empires vont naître plein de nationalismes qui vont tous avoir en commun de réclamer des États ethniquement purs. Or, États ethniquement purs, dans toutes ces régions, il y a une minorité, les Juifs, qui empêchent qu'il y ait un État ethniquement pur. Et donc tous ces nationalismes lituaniens, polonais, roumains, hongrois, croates, etc., seront antisémites parce qu'il y a une minorité. Et ce qui est tragique, c'est que le sionisme va copier sur ces nationalismes antisémites la notion de l'État ethniquement pur. Mais la troisième cause, et elle est terrible, c'est le rôle des intellectuels. C'est là que je vais arriver à l'idée de sémite. On est à une période où l'Europe domine le monde, et où il n'est pas question de partager les richesses. Et donc, plein d'intellectuels, écrivains, journalistes, anthropologues, linguistes, historiens, vont inventer la notion de race, vont inventer le racialisme. On sait maintenant qu'il n'y a qu'une seule race, la race humaine, qui a été formée essentiellement par l'homme moderne, avec 5% de Néandertal et un peu de Denisova. Bon. Mais à l'époque, le racialisme se développe avec l'idée donc qu'il y a des races supérieures et des races inférieures. Les races inférieures dans le monde dominé, ce sera le noir, l'arabe, l'indien. Et en Europe, ce sera les juifs et les tziganes. Et les grands théoriciens de ce racialisme, il y a le français Vachier de la Pouge, le français Gobineau, l'anglais Stewart Chamberlain et l'allemand Wilhelmar. C'est l'allemand Wilhelmar qui est journaliste et qui va inventer le terme antisémite. Alors, il y a une escroquerie là-dedans, parce qu'évidemment, quand il invente le terme antisémite, qui sera après repris par Druban et par plein d'autres, ça veut dire qu'il y a une race sémite en opposition à une race aryenne. On est en plein délire. Il n'y a ni race sémite ni race aryenne. Et même aujourd'hui, les Indo-Européens, c'est discuté. Jean-Pierre Demoule a écrit un livre, mais où sont passés les Indo-Européens, et même cette notion-là, qui aurait eu un endroit unique d'où seraient parties les différentes branches des Indo-Européens, les Slaves, les Germains, les Latins et tout ça c'est discuté, c'est probablement beaucoup plus compliqué que ça.
Mais en tout cas, il n'y a pas de race aryenne, il n'y a pas de race sémite. Alors, quand mes amis arabes me disent comment on peut nous accuser d'être antisémites alors qu'on est sémites nous-mêmes, je leur réponds, écoutez, chez les Arabes, les Égyptiens ne sont pas du tout des sémites, les Berbères ne sont pas du tout des sémites, même les Palestiniens, ça vient des Philistins qui étaient un peuple de la mer et qui ne sont pas du tout des sémites. Et chez les Juifs, l'écrasante majorité des Juifs sont des descendants de convertis qui n'ont rien à voir avec les sémites. Donc le mot sémite, il y a des langues sémitiques. Dans l'Antiquité sont nés l'hébreu, l'arabe, l'araméen qui sont des langues sémitiques. Il y avait des peuples sémitiques dans l'Antiquité, les Philistins, le royaume d'Ougarit, tout ce qu'on veut. Probablement, bien sûr, le royaume de Judée était un royaume sémitique, les Babyloniens et tout. Mais aujourd'hui, dans la configuration actuelle, ça n'a plus aucun sens. Et c'est le mot de l'ennemi. Mais c'est le mot de l'ennemi qui s'est imposé. Donc on va parler de l'antisémitisme parce que ce mot s'est imposé. Mais d'un point de vue rationnel, les sémites et les antisémites, ça n'existe pas. Et donc les antisémites ne devraient pas non plus exister. Voilà, on va utiliser le mot, il est incorrect et c'est le vocabulaire de l'ennemi, Wilhelmar. C'est son imprécision qui permet de lui faire dire tout et son contraire. Voilà. La confusion volontaire. Oui, la confusion volontaire, oui. Donc, oui, est-ce qu'on pourrait revenir sur cette idée du judéo-chrétien ? Je vais expliquer pourquoi c'est une escroquerie, mais justement pour montrer comment c'est une escroquerie, je vais donner la parole à Netanyahou. En 2015, au Congrès sioniste, il déclare Hitler ne voulait pas tuer les Juifs, c'est le grand moufti de Jérusalem qui lui a soufflé l'idée. Que le grand moufti était un collabo, ça c'est historique et ça c'est certain. Il a considéré que les ennemis de mes ennemis étaient mes amis et il a créé une espèce d'armée musulmane au service du Reich qui a été un gros échec parce que les Palestiniens n'y sont pas venus. Il a eu quelques Albanais ou quelques Bosniaques. Bon. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que Netanyahou, en disant ça, il veut dire la haine et la stigmatisation des Juifs, c'est les musulmans, c'est les Arabes, c'est pas l'Europe et les Européens. Et donc, du coup, c'est de déplacer la question de la persécution des Juifs, c'est totalement anhistorique. La persécution des Juifs, c'est en Europe, c'est fait par des Européens, et le génocide nazi, c'est en Europe et c'est fait par des Européens. Et donc, pendant toute... jusqu'à l'apparition de l'antisémitisme racial, c'est le christianisme qui est porteur de la stigmatisation des Juifs. Et je rappelle que l'accusation de peuple déicide ne sera abolie que par le Concile Vatican II en 1965. Donc c'est une escroquerie. Cette alliance prétendue entre Juifs et chrétiens, elle n'a jamais existé. Ce n'est pas par culpabilité vis-à-vis des Juifs que l'Europe occidentale a tout fait pour que l'État d'Israël soit créé. C'est parce que on installait un morceau d'Europe en Asie, c'est parce qu'on réglait la question juive en leur disant maintenant vous avez un pays, vous dégagez quand vous voulez. Donc judéo-chrétien, ça n'existe pas, mais ça a un sens. C'est de dire l'ennemi, c'est l'arabe et c'est le musulman. Oui, bien sûr. C'est ça le sens de judéo-chrétien. Pierre, est-ce que c'est aussi clair que ça, que l'ensemble des Israéliens suivent aveuglément Netanyahou ? Ou c'est plus compliqué que ça quand même ? Alors, en Israël, l'extrême droite est devenue idéologiquement complètement hégémonique depuis une cinquantaine d'années. Et ça concerne la France parce que comment l'extrême droite devient hégémonique dans un pays ? En Israël, elle a conquis petit à petit ce qui est essentiel dans la société israélienne et qu'elle n'avait pas. Elle a conquis les religieux. Historiquement, la religion juive est une religion non colonialiste. C'était une religion messianique. C'est la conquête de la Cisjordanie en 1967 qui a rendu le courant sioniste religieux, qui était minoritaire au départ, totalement hégémonique. Et qui a fait que la conception majoritaire maintenant, c'est le Messie, c'est Israël, cette terre est à nous, Dieu nous l'a donnée. Mais la conquête des religieux, ça date de 67. Ceux qui ont fondé l'État d'Israël n'étaient pas croyants. Deuxièmement, l'extrême droite, elle a conquis les colons. Ça, on va me dire, c'était logique.
Sauf que quand les travaillistes inaugurent la colonisation en 1967, il y a quelques milliers de colons, pas beaucoup. Ce sont les travaillistes qui font appel au sionisme religieux pour coloniser la Cisjordanie parce que les autres ne veulent pas partir. C'est eux qui ont créé ce courant qui est devenu hégémonique. Aujourd'hui, il y a 900 000 colons. Et même dans ces 900 000 colons, il y en a une moitié qui sont des banlieusards, qui sont là parce que les appartements sont moins chers qu'à Jérusalem ou à Tel Aviv, mais ils votent quand même à l'extrême droite. L'extrême droite a conquis les colons. Parce qu'évidemment, les colons disent il n'est pas question qu'on s'en aille, donc ils font confiance à l'extrême droite là-dessus. L'extrême droite a conquis les séfarades et les misrahim, donc les juifs issus du monde arabe, qui ont été incroyablement stigmatisés en Israël. Il y a eu un racisme très fort à l'intérieur de la société juive israélienne. En yiddish, on les appelait les Schwarz, les Noirs. Il y a eu des scandales monstres avec les enfants juifs marocains qui ont été irradiés au rayon X. Il y a eu 6000 morts. Il y a eu les enfants yéménites qui ont été enlevés dans les maternités. Enfin, des scandales monstres. Et aujourd'hui, ces séfarades et ces misraïm qui ont été stigmatisés, qui ont été confinés dans des endroits inhospitaliers, à qui on a donné les métiers bas de gamme dans la société israélienne, ils votent massivement à l'extrême droite, en protestation contre les fondateurs de l'État d'Israël qui sont assimilés aux travaillistes. Mais j'ai envie de dire, Israël n'est pas le seul pays où les dominés votent à l'extrême droite. Toute ressemblance avec la France ou les États-Unis ne serait que fortuite. Ou même l'Italie. Et ils ont conquis les Russes qui eux étaient laïcs, qui n'avaient pas grand-chose à faire de la religion, mais qui sortaient d'un pays sinistré et à qui on a offert des places dans les colonies. Les Russes se sont sentis très, très frustrés parce qu'ils arrivaient surdiplômés dans un pays qui n'en avait rien à foutre de leur diplôme, et les chefs d'orchestre se sont retrouvés à la plonge dans les restaurants et tout. Et c'est ce type de déception qui les a poussés vers l'extrême droite. Et c'est Lieberman, et ce qui est terrible, c'est qu'au départ, ceux qui vont faire passer les Russes du côté de l'extrême droite, c'était des dissidents soviétiques, Anatoly Sharansky notamment. Et l'armée était une armée de généraux laïcs, sanguinaires mais laïcs quand même, Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, Yigal Allon, et maintenant c'est une armée de soudards d'extrême droite. Benny Gantz, nous réduirons Gaza à l'âge de pierre, Avi Koshavi, et puis des ministres de l'armée comme Yoav Galant. Les Palestiniens sont des animaux humains, donc l'armée, elle a conquis tout, l'extrême droite, elle a conquis tout ça. Donc il faut comprendre qu'Israël est un État artificiel, avec une extrême droite hégémonique, mais où les contradictions de cet État artificiel traversent l'extrême droite. Et les contradictions, elles sont terribles. C'est Ashkénaz contre séfarade, religieux contre laïcs, russes contre tous les autres, colons contre juifs européanisés. Tout ça, ça se passe à l'intérieur de l'extrême droite. Donc il y a eu des manifestations monstres contre Netanyahou pour sa corruption. Il a mis la main dans le pot de confiture. Mais ces manifestations ne concernent pas les Palestiniens. Elles concernent la contradiction qu'il y a à l'intérieur de la société juive israélienne. Et par exemple, ces manifestants défendent la Cour suprême. Alors c'est vrai que c'est toujours moins mal quand il y a une institution qui est censée dire le droit que quand il n'y en a pas. Enfin, la Cour suprême, c'est elle qui a légalisé la torture, c'est elle qui a interdit aux journalistes d'entrer à Gaza, c'est elle qui a légalisé l'expulsion des villageois de Massafariata, donc ça ne concerne pas les Palestiniens. Sur la question palestinienne, ce qui est terrible, c'est qu'il y a eu, au moment d'Oslo, qui était une grande escroquerie, une partie de la population israélienne qui envisageait un compromis, mais c'est encore les travaillistes qui vont rompre ça. Les dernières négociations, alors que Netanyahou est revenu au pouvoir puis il a perdu, les dernières négociations, c'est Tabak en David et c'est un travailliste, Ehud Barak, qui est au pouvoir. C'est Charles Anderlin qui raconte ça dans Le Rêve brisé. Clinton et Barak disent à Arafat on va vous donner Abu Dis comme capitale, on va faire accepter 15 000 réfugiés qui rentrent, on va libérer quelques prisonniers, mais on garde les blocs de colonies, vous signez. Arafat dit je ne signe pas. Clinton le prend au collet en lui disant tu signes ou tu es un homme mort et nous devrons porter la responsabilité de l'échec. Et Barak, le travailliste, dit
Nous avons fait des offres généreuses aux Palestiniens qu'ils ont refusées. Nous n'avons plus de partenaires pour la paix. On est en 2002. C'est le basculement définitif de l'écrasante majorité de la population israélienne vers l'écrasement de la Palestine et la continuation de la colonisation. Donc ça date de 2002, de plus de 20 ans. Et donc depuis cette période-là, oui, l'écrasante majorité des Palestiniens, des Israéliens, sont contre l'idée du moindre compromis avec les Palestiniens. Y a-t-il un antisémitisme musulman, selon toi? Alors, on a une situation où toutes les élites juives disent sionistes et israéliens et juifs, c'est pareil, et toutes les élites gouvernementales et médiatiques disent vous critiquez Israël, vous êtes antisémite. Donc il est sûr que c'est pris au pied de la lettre aussi dans le monde arabo-musulman en France par certains et qui se disent ben moi je suis solidaire des Palestiniens donc les Juifs non. Edgar Morin il a qualifié ça d'anti-israélisme et il est certain que cette haine ou cette stigmatisation qui existe dans les quartiers contre les Juifs, elle vient directement d'une solidarité avec les Palestiniens mal placée. Nous, quand on intervient dans les quartiers, la première réaction, c'est on ne savait pas qu'il y avait des Juifs comme vous. Et quand on est dans des manifestations, nos camarades d'Urgence Palestine ou d'origine algérienne ou marocaine nous demandent de parler en premier. Ils sont rassurés derrière ça, c'est-à-dire qu'ils pensent que c'est extrêmement important pour combattre des tendances qu'il pourrait y avoir dans les gens qu'ils rencontrent de s'en prendre aux Juifs en croyant soutenir les Palestiniens. Il y a aussi dans l'égalité qui n'existe pas à l'évidence pour les 6 millions de Français d'origine arabo-musulmane, l'idée que, en copiant l'antisémitisme français, c'est un vecteur d'intégration quelque part. C'est quelque chose aussi qui peut exister. Donc la seule question, elle est comment on combat ça ? Il est évident que ce que font nos gouvernants et ce que font les gens qui prétendent parler au nom du judaïsme français, ça ne peut qu'attiser l'antisémitisme. Ça ne peut qu'attiser l'antisémitisme. Quand on organise une manifestation prétendument contre l'antisémitisme, le 9 novembre, qui est une manifestation de soutien génocidaire, ça ne peut que provoquer l'antisémitisme. Quand Macron dit l'antisionisme, c'est l'antichambre de l'antisémitisme, ça ne peut que provoquer de l'antisémitisme. Toute espèce d'assimilation, quand les autorités qui prétendent parler au nom du judaïsme vont confisquer les cérémonies sur le génocide nazi, alors qu'ils descendent idéologiquement des collabos. Jabotinsky, c'était un collabo quand même. Yitzhak Shamir, c'était un collabo. Le Bétard, il s'entraînait en Italie fasciste. Donc quand ils confisquent les cérémonies sur le génocide nazi, ça va conforter du négationnisme ou le fait de dire peut-être que ça n'a pas existé Auschwitz, parce que comment on peut expliquer ce qu'ils font aujourd'hui aux Palestiniens? Donc la question fondamentale, elle est comment on lutte contre ça. Donc on doit coûte que coûte dire et redire ce que les Palestiniens ont toujours dit. Cette guerre n'est ni une guerre communautaire, ni une guerre raciale, ni une guerre religieuse. C'est une guerre coloniale. Et nous, en tant que Juifs, nous soutenons les Palestiniens parce que nous sommes anticolonialistes. Et en plus, il y a une confiscation de la mémoire juive, mémoire d'opprimés ou mémoire de tragédie, par des gens dont l'idéologie est infiniment plus proche de celle de ceux qui ont réalisé le génocide que de celle de ceux qui l'ont subi. C'est long, c'est difficile à expliquer, c'est assez applaudi quand on le fait, mais on doit impérativement le faire. Et je trouve très positif le fait que dans des milieux très différents, les musulmans ou les gens d'apparence musulmane, pour parler comme Sarkozy, ils sont demandeurs de ça. Ils demandent justement qu'on vienne. J'ai un exemple, l'UOIF, c'est pas ma tasse de thé, c'est les frères musulmans. Il y a 5-6 ans, je reçois un coup de téléphone. Vous êtes invité au Bourget. L'UOIF, ils réunissent plus de 30 000 personnes au Bourget. Il y a
une conférence, on aura sûrement 1000 ou 2000 personnes qui vont l'écouter, sur les musulmans sont-ils responsables de l'antisémitisme en France? Alors je leur dis, mais vous savez qui je suis? Oui, on sait. Je dis, mais vous savez que je ne suis pas croyant? Oui, on sait. Mais on pense que d'un point de vue historique, vous pouvez éclairer cette question-là. Donc je me suis retrouvé avec 2000 personnes en face de moi, avec l'imam de Bordeaux, avec un intellectuel musulman marocain. Bon, moi j'ai expliqué mon discours habituel, l'antijudaïsme chrétien, le passage à l'antisémitisme racial, la situation des juifs dans le monde musulman, qui géraient leur communauté avec un dignitaire religieux qui servait d'intermédiaire avec le seigneur local, mais tout ça n'a rien eu à voir avec l'antisémitisme européen. Ils étaient contents, on avait un stand de l'UJFP, les gens se sont précipités par dizaines pour acheter nos livres et tout. Voilà, on a ce travail à faire dans tous les milieux, que ce soit le milieu militant, le milieu religieux, d'expliquer que juifs et sionistes, c'est pas pareil. Pour nous, c'est la meilleure façon de lutter contre cette forme moderne et stipendiée du racisme. Espérons que les mots suffisent, sans en être certain. Pas toujours, mais je veux dire que... Oui, mais espérons-le. Voilà. Mais par exemple, il est certain que Mera, c'est évidemment anti-juif, hein. C'est sûr, ce qui n'a pas empêché de tuer pas mal de soldats musulmans français. Il est certain que Koulibaly et l'attentat contre l'hypercacher, c'est clairement anti-juif. Mais justement, je veux dire, donc ça veut dire, et on sait que le discours de Soral a influencé pas mal dans un certain nombre de banlieues, c'est quand je disais que des gens à qui on ne donne pas le droit d'être vraiment français se disent que par l'antisémitisme, ils vont le devenir. Donc c'est ceux qui ont suivi Soral. Voilà, et puis nous, par exemple, on a fait le ménage, c'est-à-dire qu'il y avait des antisémites infiltrés dans le mouvement de solidarité palestinien, il y a 20 ans, on a sacrément fait le ménage. Il y a des gens qui suivaient Dieudonné il y a 20 ans, on a fait le ménage.